Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 45e numéro d'Entre nous soit dit, une émission qui va être la 91e de notre télévision, ce qui veut dire que nous progressons régulièrement et surtout que nous respectons les délais que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire d'essayer de renouveler de manière régulière les émissions sur notre site. Nous allons aujourd'hui parler de tout ce qui concerne la France, et notamment des questions d'actualité, avec Yvan Rioufol. Bonjour Yvan. Bonjour Claude. Yvan Rioufol, que chacun connaît, mais si par extraordinaire quelqu'un ne le connaissait pas, je vais quand même préciser qu'il est l'éditorialiste du Figaro, qui publie chaque vendredi un bloc-notes qui est qui succède à, je dirais, enfin le bloc-notes s'appelait déjà le bloc-notes, mais il avait été créé, je crois, par Max Clos, si je me souviens bien, ou peut-être même avant. Oui, même quelqu'un d'autre l'avait fait avant lui. C'était Mauriac. Mauriac, oui, bien sûr. Mauriac, dans les années 50, en 53, je crois. Ça avait commencé, je crois qu'il avait commencé à la table ronde, puis ensuite au Figaro, et ensuite il voilà, à l'Express ensuite. Voilà. Et donc, vous avez de glorieux prédécesseurs, et comment il faut dire que vous ne leur cédez en rien, car votre bloc-notes est un des rendez-vous les plus appréciés du journal. Et alors, une très bonne nouvelle pour ceux qui vous suivent régulièrement et qui apprécient bien sûr vos chroniques et vos réflexions, c'est que ce bloc-notes, j'allais dire ce double, c'est même mieux que cela, puisqu'il est désormais repris par le blog que vous tenez sur le site du Figaro. Oui, c'est ça. Je suis assez content de cette expérience. Je l'ai lancé il y a 3 mois. Voilà. Et donc, ça consiste effectivement à aller un peu plus loin, parce que le bloc-notes, je suis naturellement par définition réduit par la place. Et donc, ça me permet d'abord d'alimenter les débats avec les lecteurs, c'est ce qui est quand même le but premier. Donc, il y a une bonne résonance, c'est devenu un lieu de débat très, très ouvert, je ne fais aucune censure, enfin, sauf si vraiment il y a des propos orduriers, et dans ce cas-là, je les enlève par la suite, mais tout le site est ouvert à tout le monde. Et je fais peu de censure, au bout du compte, j'ai dû en faire une dizaine depuis Ce qui est frappant d'ailleurs dans votre blog, dans les réactions de votre blog, c'est qu'elles sont étonnamment mesurées. Si je peux dire, je veux dire que je fréquente, comme tout le monde, quelques blogs ici et là. Beaucoup sont colonisés littéralement par des gens dont les propos n'ont strictement aucun sens, ni queue ni tête, alors qu'on peut apprendre beaucoup en lisant les réactions à votre blog. Je vous remercie que vous disiez ça, parce que c'est aussi mon impression. Je trouve qu'on j'ai vraiment de la chance d'avoir de très bons lecteurs, voilà. Intelligents, qui font des exposés réfléchis, documentés. Et effectivement, j'ai abordé les sujets les plus inabordables ces 3 derniers mois, et notamment la place de l'islam dans la République. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur, parce que j'ai laissé ce débat s'ouvrir pendant tout un week-end, sans même que je sois là pour vérifier, parce que je n'avais pas d'ordinateur sous la main. Et donc il y a eu plus de 350 contributions, et aucune n'était agressive, ni outrancière. En règle générale, modérée. Alors évidemment, vous avez toujours des dérapages, vous avez des gens qui s'expriment mal ou qui disent des choses un peu désagréables, mais je les laisse aussi parce qu'ils représentent malgré tout une manière de voir les choses. C'est un grand compliment que vous font vos lecteurs, parce que finalement, je suis de ceux qui pensent que, au fond, on a les lecteurs qu'on mérite, et les réactions que l'on suscite sont celles que l'on mérite aussi. C'est comme ça que je le comprends aussi. Oui. Et c'est pour ça que je les remercie. D'ailleurs, ce blog ne serait pas ce qu'il est, et je pense qu'il commence à avoir une audience et un certain succès. Enfin, en tout cas, au Figaro même, il suscite l'intérêt dans le Figaro.fr. Je pense qu'il fait partie maintenant des produits d'appel qui marchent. Alors, il faut ajouter également que vous êtes depuis quelque temps l'objet de critiques d'un certain nombre de vos confrères, ce qui est un excellent signe. Ça prouve que vos thèses, j'allais dire vos théories, non, vous n'avez pas de théorie, vous avez des thèses, vous avez des idées que vous exposez, que vous argumentez, que vos idées donc suscitent de la part d'un certain nombre de journalistes bien pensants quelques réactions qu'on pourrait dire désagréables, mais non, elles sont plutôt flatteuses finalement. Oui, c'est pas nouveau, je suis un peu vacciné si je puis dire pour ce genre de critiques, parce que malgré tout c'est pas la première fois que je les entends. Là, il y en a quelques autres qui commencent à apparaître dans des débats publics à la télévision où je suis pris à partie. Moi, dans le fond, c'est... Ce qui aurait été bien, c'est qu'on vous donne la parole également, monsieur Moati, parce que c'est de lui qu'il s'agit, si je me souviens bien, a abrité dans un de ces débats de journalistes qui
Enfin bon, c'est pas très grave, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et par ailleurs, on peut vous entendre dans un certain nombre de débats radiophoniques également, notamment sur RTL. Oui, tout ceci est une excellente chose, ce qui prouve au moins que les idées que vous avez très seuls défendues pendant des années et des années, enfin très seuls, quelques-uns vous ont aidé également et vous ont soutenu, j'ai la faiblesse de croire que nous en faisons partie, sont en train d'évoluer dans un sens. Je vois que la presse bouge, audiovisuelle est en train de bouger, en train de s'ouvrir. Les débats entre soi, maintenant, c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est fini. RTL a compris ça depuis longtemps, parce que ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je participe à l'émission On refait le monde, qui est relativement représentative de ce que peut-être l'opinion, peut-être on pourrait lui reprocher parfois encore majoritairement bien pensante dans le contexte actuel, mais j'y dis ce que je veux, en toute liberté, et je ne suis pas le seul à le dire, je ne suis pas simplement la limite de service, il y en a d'autres autour de moi. Et donc, on voit à travers ces efforts d'ouverture que la presse commence à prendre conscience qu'elle ne donnait plus à entendre ou à lire qu'une parole qui était celle d'une petite minorité, malgré tout, qui était la minorité du monde médiatique, qui ne représente pas le reste de l'opinion, ou en tout cas qu'une partie. Il faut dire que la presse y est fortement aidée par l'influence d'Internet, qui donne un moyen d'expression. Les blogs notamment permettent aussi de contourner des citadelles et forcent naturellement les journaux à s'ouvrir d'abord au blog et à prendre conscience eux-mêmes de l'urgence de réforme. Quand vous voyez que le monde, la difficulté que connaît le monde aujourd'hui, alors c'était un journal de référence, c'est pas ça que ce journal de référence manque de lecteurs, puisque vous avez compte, et si vous manquez de lecteurs, c'est donc que vous ne savez pas leur parler. Mais je dis ça du monde, mais le Figaro connaît aussi les difficultés, beaucoup moindres, Libération aussi, enfin tous les grands journaux d'opinion se rendent bien compte qu'ils ont un problème de lectorat, et ce problème de lectorat est un problème qui est à analyser en profondeur, et c'est pas simplement un problème commercial, c'est aussi un problème commercial, naturellement, c'est un problème de coût de diffusion de la presse, mais c'est aussi un problème de contenu de journaux et de contenu de messages aux journaux. Alors, naturellement, on va rappeler votre dernier livre, La fracture identitaire, je le montre à la caméra, que vous avez récemment publié chez Fayard, un livre particulièrement tonique dans lequel vous expliquez, vous dites les choses sans mâcher les mots, ce qui est une très bonne chose, effectivement, et puis vous abordez ces sujets dont vous venez de parler sur votre blog, que nous aborderons nous aussi bien sûr dans quelques instants, mais auparavant j'aimerais préciser à nos téléspectateurs que nous enregistrons cette émission avant que le président de la République, M. Sarkozy, ne se soit exprimé sur les 2 chaînes de télévision, TF1 et France 2, ce jeudi. Et donc, s'il nous arrive de dire des choses qui sont contredites par la suite par le président de la République, il ne faudra en accuser que notre manque de préscience. Alors, maintenant que nous sommes sur ce sujet, M. Sarkozy va donc s'exprimer à quelques jours de l'anniversaire de sa prise de fonction, non plus exactement de son élection, parce qu'il n'a pris ses fonctions qu'une quinzaine de jours plus tard. Donc un an de mandat, une certaine désillusion, pour ne pas dire une désillusion certaine dans l'opinion, qui se traduit par des sondages en berne. Le dernier d'entre eux est particulièrement inquiétant pour le président de la République. 28% seulement des Français considère que son action a été bonne pendant cette première année. C'est un sondage qui est un petit peu différent des sondages de popularité. Ce sont des questions un peu différentes, mais enfin, d'une façon générale, sa popularité n'est pas actuellement au beau fixe. Et la question qui se pose dans tous les milieux où on discute, c'est de savoir s'il peut ou non se relever. Est-ce que vous avez, vous, un pronostic? Est-ce que M. Sarkozy a vraiment en quelque sorte épuisé son crédit, ou bien une bonne politique, ou une politique différente qu'il mènerait pourrait le rétablir? Je pense qu'il y a 5 ans, pardon de dire cette banalité, mais il a encore 4 ans devant lui, oui. Et donc il peut se rétablir naturellement, ça me paraît d'abord souhaitable. Et ensuite, surtout, je ne vois pas qui d'autre actuellement dans le monde politique pourrait faire ce qu'il a à faire. Donc je crois qu'il est l'homme des réformes, qu'il le veuille ou non, il est condamné à réussir. D'autant plus condamné à réussir que le Parti socialiste nous a fait comprendre très récemment, en publiant sa déclaration d'intention de sa grande réforme, à quel point il était en retard de 10 trains, puisqu'il ne prend conscience qu'aujourd'hui même, enfin il ne dit qu'aujourd'hui même qu'il n'est plus un parti révolutionnaire, il serait quand même temps, et qu'il reconnaît, il ose le mot d'économie de marché, il parle d'économie de marché sociale et écologique, ou je ne sais, quelque chose d'approchant, mais enfin,
on voit bien qu'il a pris un temps de retard extraordinaire, et que ça donne à Nicolas Sarkozy toute la légitimité, en tout cas, pour dire qu'il a une longueur d'avance. Donc il garde une longueur d'avance, et je ne vois pas dans le monde politique quelqu'un d'autre qui puisse avoir, en tout cas, son dynamisme. Alors maintenant, oui, vous avez bien raison, et je l'ai écrit, je le déplore moi-même, puisque pour avoir soutenu Nicolas Sarkozy quand il était attaqué, en tout cas, je l'ai ensuite critiqué quand il l'a fallu, mais je vois bien effectivement qu'il y a un désenchantement, un désamour, qui n'est pas seulement le désenchantement de la gauche qui était attendu, naturellement, mais qui est plus gravement le désenchantement d'une partie de la droite, et c'est ce qu'il faudrait analyser, parce que c'est vrai qu'il a été élu à 53%, en reprenant une partie des discours de la droite et même du Front National concernant l'identité, l'immigration, la nation, enfin tout ce qu'il a fait gagner au bout du compte. Parce que si vous analysez bien tout son discours, ces thèmes-là ne sont apparus qu'in extremis, c'est-à-dire en janvier ou février. Voilà, de janvier jusqu'à l'élection. De janvier-février, ce sont ces thèmes-là qui l'ont fait lire. Or, on peut se demander si vraiment il était sincère en les défendant, ou si c'était simplement une manière de décrocher le gros lot. Donc, je pense que les gens se posent ce genre de questions. En tout cas, moi, je me pose ce genre de questions, parce qu'on voit, à travers son action, il y a des choses positives, mais si on doit retenir pour l'instant que les choses négatives, on y voit surtout des incohérences sur la nation. Quand on défend la nation, et quand en même temps on veut réformer la Constitution pour y inscrire le principe de la diversité, donc ce qui ouvre la voie à des multiculturalismes, il y a là une contradiction qui pose problème. De la même manière sur la famille, quand on a vu ces couacs qui prenaient en compte, qui voulaient réformer les allocations familiales ou les cartes de famille nombreuses à la SNCF, on se dit qu'il y a là aussi un manque de réflexion. Et naturellement sur l'identité, on en parlera peut-être plus tout à l'heure sur l'immigration. Ce thème-là aussi paraît avoir été mal pensé, à tout le moins. On a d'ailleurs des éléments de réponse sur la question que vous me posiez à l'instant. Était-il sincère ou n'était-il pas? La sincérité est toujours difficile à apprécier, mais en tout cas, on sait que c'est délibérément qu'il a voulu capter les voix du Front National. Il disait, ce sont des témoins de sa campagne, des journalistes qui l'ont suivi, qui l'ont entendu le dire, si on a les voix du Front National, on passe, si on ne les a pas, on ne passe pas. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il était insincère. Ça veut dire en tout cas qu'il y avait au moins, je dirais, une manœuvre nécessaire pour lui. La preuve, c'est qu'il a réussi à faire 31% au premier tour, ce qui est très très rare. Oui. Il y a longtemps qu'un candidat de droite n'avait pas fait un score pareil. Et effectivement, il y a eu ce basculement des électeurs du Front National. Alors ensuite, bien sûr, la politique n'est pas forcément celle que ces électeurs auraient souhaité. Alors, précisément, dans un journal, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, on a publié une interview du Premier ministre lituanien, je ne sais plus dans quel journal c'était dans un mensuel, me semble-t-il, ça me reviendra par la suite. Et donc, il disait, il a été Premier ministre peu après la libération de son pays du joug soviétique, puis il a été nouveau Premier ministre, et il expliquait qu'il faut faire les réformes globalement, rapidement et fortement. On est aussi critiqué quand on les fait modérément que quand on les fait fortement. Et je suis totalement d'accord avec cette thèse-là. Je crois que Nicolas Sarkozy s'est sans aucun doute trompé de rythme. Ça ne veut pas dire qu'il fallait faire tout brutalement, mais il y a un certain nombre de réformes, en particulier celles qui ont trait aux dépenses publiques, qui conditionne tout le reste, parce qu'on ne peut pas avoir de politique si on n'a pas d'argent. Celle-là aurait dû être faite immédiatement et non pas compter sur une vague relance de la fameuse loi TEPA, travail, emploi, pouvoir d'achat, qui finalement n'a pas produit des résultats jusqu'à présent très probants. Donc est-ce que ça n'est pas finalement une erreur de conception à l'origine du pouvoir? Parce qu'il dit qu'il a déclaré au point que finalement être président, ça n'est pas si difficile que ça. Oui. C'est vrai que quand vous regardez la manière dont sa campagne s'était déroulée, on avait retenu un grand professionnalisme, une grande préparation apparente, avec des thèmes donc assez forts et assez audacieux, comme ceux dont on a parlé. Et donc on pensait qu'il y avait une préparation du candidat.
D'autant plus qu'on voyait bien en face, avec Ségolène Royal, qu'il avait une improvisation permanente et que là, elle courait après les thèmes que le candidat Sarkozy lui imposait, avec ses petits drapeaux, ses Marseillaise, etc., qui arrivaient toujours 15 jours en retard, et donc dans une grande improvisation. Mais en fait, à la réflexion, on se rend compte aussi que ce grand professionnalisme incontestable de Nicolas Sarkozy cachait aussi, de la même manière, une sorte d'impréparation et également une sorte d'improvisation sur les grands thèmes de société. C'est-à-dire que, naturellement, il a eu cette préscience de mettre dans le débat public ces thèmes dont on a parlé qui étaient au cœur même de toutes les conversations, mais il ne semble pas l'avoir fait en y exposant toutes les conséquences, notamment, par exemple, sur le problème de l'éducation nationale, qui était quand même pendant à celui sur la déculturation, sur l'identité. Et la démonstration n'a été faite dès son élection, puisqu'il a, plutôt que d'ouvrir un Grenelle de l'éducation, qui aurait dû être normalement la continuité logique de cette mise en garde sur une identité, une culture menacée, il a préféré faire un Grenelle de l'environnement. Je ne dis pas que l'environnement ne soit pas menacé, mais enfin, c'est à moins brève échéance, en tout cas, si on peut parler comme ça, que ce Grenelle de l'éducation qui est au cœur vraiment enfin, à mon sens, au cœur des difficultés à résoudre pour la société. Je pense que tout part et tout revient à l'école, et donc on a mal posé ce problème. Alors on le pose maintenant d'une manière disparate, et c'est un petit peu ce terme-là, cet embrouillamini qui ressort assez régulièrement des successions d'actes qui ont été prises. Alors ça donne une impression d'illisibilité qui, me semble-t-il, en plus était accentuée par cette ouverture à gauche qui a été applaudie par tout le monde. Moi, je n'ai jamais été convaincu par cela, parce que je pressentais que ça allait rendre d'autant plus illisible d'abord les messages, ce qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment compris, surtout que ça, en y introduisant cette vieille culture du compromis qu'on avait déjà connue sous Chirac, qu'on allait à nouveau faire un pas en avant et 3 pas en arrière, ce qui s'est également produit. Donc je vois que dans ce qui se passe aujourd'hui, je vois une sorte d'impréparation que je n'avais pas vu au départ, que je n'avais pas décelé, d'impréparation structurelle presque dans les deux camps, mais également dans le camp de Sarkozy. Et en fait, cette impréparation peut être due, dans le fond, à un manque dans le débat public à une absence de rôle de ce qu'on appelle les think tanks, vous savez, les think tanks anglo-saxons, qui eux sont vraiment des machines à produire des idées, qui avaient fait élire Reagan en son temps, qui avaient fait élire Thatcher, qui avaient fait élire Blair. Et les think tanks en France, vous en avez malgré tout assez peu. Enfin, vous avez des instituts qui sont des instituts souvent publics, et donc vous avez 3 ou 4 instituts privés qui bousculent les idées. Mais ils bousculent des idées sans toujours avoir l'audience, en tout cas c'est pas suffisant, avoir l'audience des politiques. Or, je pense que c'est le fond du débat aujourd'hui ne peut plus être traité entre politiques eux-mêmes qui écrivent leurs bouquins que personne n'achète, mais donc il faut que ce soit fait avec des organismes qui soient ouverts à la société civile et qui disent les choses dérangeantes. Or, je pense qu'une des causes à rechercher est dans cette direction-là, dans cet entre-soi que l'on conserve et qui reste encore aujourd'hui palpable. Enfin, à mon sens, en tout cas, on reste quand même dans ce monde clos, dans cette cité interdite qui est partagée par les hommes politiques et par les médias. Et on voit bien que les mises en garde extérieures ont du mal à se faire entendre sur beaucoup de sujets, sur tous les sujets qui restent inabordables. Alors, à ce que vous venez de dire s'oppose une réflexion que vous faites vous-même, d'ailleurs, dans votre livre, et qui s'appuie sur un rapport des préfets, ou du préfet, je ne sais plus s'il y en a plusieurs d'ailleurs, je crois que c'était les préfets, qui expliquaient, il y a 1 an et demi à peu près de cela, que finalement les gens ne réagissaient plus parce qu'ils ne croyaient plus à rien. Alors, entre-temps, il y a eu des événements, il y a eu une campagne où les Français ont pris part très activement, ils se sont beaucoup intéressés, ça a été extraordinaire. La campagne a vraiment démontré que les Français n'étaient pas du tout lassés de la politique. Et puis maintenant, il semble, alors est-ce qu'on est arrivé au même stade qu'avant, je n'en sais rien, mais il semble que de nouveau les Français soient pris par ce sentiment d'abandon, de déshérence, c'est un petit peu le terme. Et donc on peut se demander, alors face à ces 4 ans qui restent à faire au président de la République, sur quoi il va pouvoir s'appuyer, parce que si vraiment les gens
en sont là, c'est-à-dire à ne plus croire à la politique, pour des raisons diverses d'ailleurs qu'on peut essayer d'expliquer, mais on peut se demander si une action politique est possible dans ces conditions. Moi, je ne connais pas d'action politique dans des circonstances difficiles qui ait réussi sans un minimum d'appui du peuple, et même d'un appui qui aille au-delà des frontières habituelles de la politique. Donc là aussi, il y a quelque chose sur lequel on doit s'interroger, je crois. C'est ça. J'ai fait mon avant-dernier bloc-notes en suggérant au président de la République de se poser la question en se rasant de savoir qui l'a fait roi. Oui. Mais je crois que c'est cette question qui doit le tarauder, parce qu'il est leur représentant, il n'est pas le représentant de lui-même, ni de ses idées, il est le représentant des idées qu'ont bien voulu lui suggérer les Français, en tout cas une majorité de Français. Or, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, ce que les Français lui reprochent, c'est précisément d'avoir oublié ces engagements qu'il a pris envers eux et sur un certain nombre de grands sujets. Donc il ne peut, à mon sens, il ne pourra s'en sortir que s'il l'écoute à nouveau, non pas des experts, non pas des hommes de communication comme Thierry Sausset qui vient d'être nommé à l'Élysée pour essayer de le guider ou d'autres choses. Il ne s'en sortira, me semble-t-il, qu'en écoutant à nouveau les Français qui parlent clair. Les Français savent très bien dire ce qu'ils ont envie de dire. Et effectivement, il faut redouter cette espèce d'abouli, cette espèce de tentation de tout laisser tomber et de se désintéresser du débat public, de nihilisme peut-être, si effectivement les Français se rendent compte que ça ne servait à rien, que leur engagement ne servait à rien. Il a quand même été très désagréable, par exemple, de voir que à mon sens, que les Français, on a demandé aux Français de se prononcer en 2005 sur la Constitution européenne. Ils se sont prononcés massivement pour le non à la Constitution, et on leur a remis ce même texte sous le nez avec une approbation du Parlement. On trouve que c'est une habileté politique, ça en est certainement une, mais c'est aussi une grande maladresse que d'avoir contourné comme ça une expression populaire incontestable. 55%, c'est quand même pas 50,5%. Et donc j'y vois là une faute, et d'ailleurs sur ce même thème j'en vois une seconde qui est en train de se produire sur ce même sujet, puisque quand en 2005 Chirac avait proposé un référendum pour l'élargissement de la communauté européenne à des pays autres, on pensait beaucoup à la Turquie, et là quand on entend que ça a été confirmé mercredi que Nicolas Sarkozy projette de supprimer ce référendum pour ne laisser l'initiative de cet élargissement qu'aux élus, qui donc ne sont plus en harmonie visiblement avec leurs représentants, parce que c'est bien ça le fond du problème, c'est pas nouveau. Il y a là aussi une forme d'abord d'indifférence vis-à-vis du peuple, c'est comme ça que je le vois, et une source de conflit, de désillusion, une autre. Oui. Alors, bien entendu, à ces problèmes de fond s'ajoutent quotidiennement, presque quotidiennement en tout cas, des problèmes qui surgissent. On vient de voir surgir, par exemple, l'affaire des sans-papiers qui travaillent, et on nous le serine. Ce sont des gens qui sont quasiment réguliers, puisqu'ils payent des impôts, des cotisations sociales, et qu'ils ont tout sauf des papiers. Alors, cette situation, examinée comme ça, peut paraître absurde, bizarre, incompréhensible, hypocrite, comme le disait le ministre ce matin sur RTL, mais en réalité, ce qui est hypocrite, c'est l'ensemble des réactions de la classe politique depuis des années, puisqu'on ne veut pas admettre qu'on a laissé entrer en France des centaines de milliers de personnes chaque année. Étonnez-vous ensuite qu'un brave homme comme M. Daguin, qui est le président des hôteliers, vienne vous expliquer, mais il y en a 50 000, il y en a 100 000, on ne sait pas exactement combien. C'est extraordinaire. Le problème de l'immigration pète à la figure du gouvernement. Je dirais qu'il n'est pas le plus coupable dans la mesure où il arrive après tant d'autres. Mais enfin, c'est bien ce qui lui arrive, vous ne croyez pas ? C'est ce qui lui arrive, et ça va être un dossier pour lui terriblement délicat à gérer, parce que dans la campagne dont on parlait de Nicolas Sarkozy, enfin en tout cas dans sa dernière longueur, il y a eu le problème de l'immigration a été très clairement abordé pour y reconnaître naturellement les apports qu'elle a pu apporter à la société, mais aussi aujourd'hui ses faiblesses, et notamment on a tous encore en mémoire les propos très définitifs qui avaient été tenus contre les clandestins, en disant que les clandestins n'avaient en tout cas plus leur place en France, et que s'il y avait une immigration choisie, elle serait compensée par un retour à la frontière de ceux qui n'avaient pas de papier. Donc les Français ont de la mémoire, c'est quand même pas si vieux que ça. Et là, on voit bien que sur ce sujet-là, qui est quand même un des sujets centraux, c'est le problème de l'immigration, même si il est difficilement abordable encore, on voit bien que le gouvernement n'a pas de convictions très fortes. Alors je ne dis pas que Boris Hortefeux ne fasse pas tout son possible pour renvoyer hors des frontières
des gens qui sont arrivés clandestinement, il le fait très certainement, avec d'ailleurs la mauvaise volonté de l'administration que l'on connaît, il y a beaucoup de réticences, mais malgré tout ce que l'opinion va percevoir à nouveau dans ce dossier des sans-papiers-là, c'est un manque de courage. C'est toujours le même terme qui revient quand on parle de la politique et quand elle est confrontée à des situations humaines. C'est qu'on privilégie l'humain naturellement, et comment ne pas le comprendre, mais sauf que dans ce cas-là, si on ne fait qu'une politique chargée d'émotions, on ne fait plus de politique du tout. Et là, Brice Hortefeux assure qu'il n'y aura pas de régularisation massive. Je n'en crois rien, et qu'il y aura une régularisation au cas par cas, mais enfin, les critères de régularisation au cas par cas sont de dire que les travailleurs clandestins qui avaient déjà un travail, ce travail pourra leur être, les papiers pourront leur être accordés si ce travail correspond à une nécessité absolue et difficilement accessible à d'autres. C'est l'argument que tout le monde tient. Donc, oui, mais là, c'est l'argument qu'on peut immédiatement opposer au ministre, et qu'il connaît parfaitement d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où on définit des critères, ils vont être remplis par énormément de gens. Voilà. Donc là, il y a une contradiction, et je pense que... Et là aussi, il y a ce manque de cohérence dont je parlais tout à l'heure, apparaît dès à présent sur cette politique de l'immigration-là, sur ce dossier-là. Et ce qui apparaît également d'ailleurs le plus choquant, une des choses qui me choque moi particulièrement, c'est d'abord que l'État n'applique pas sa politique, n'applique pas non plus la loi, parce que dans le fond, tous ces travailleurs clandestins produisent des fausses identités, des faux documents, avec la complicité de patrons plutôt peu regardants, voire voyous, et que déjà ça en soi, ce sont des infractions à la loi, et on n'en parle même pas, on ne parle même pas de sanctionner ces infractions-là. Et je trouve que ce mariage entre la carpe et le lapin, entre l'extrême gauche, les médias et le monde patronal montre bien à quel point le dossier de l'immigration est encore un dossier qui n'arrive pas à être exposé clairement, parce que l'argument que tiennent ceux qui sont qui soutiennent toutes ces régularisations est de dire que l'insertion professionnelle vaut intégration, dans le fond. Eh bien non, l'insertion professionnelle ne vaut pas intégration. L'intégration dans une communauté nationale, c'est plus compliqué qu'une insertion professionnelle. Mais c'est bien la preuve que les esprits sont insuffisamment mûrs, en tout cas parmi ceux qui s'expriment, ce qu'on appelle la classe parlante, tout simplement parce que personne ne veut poser les deux questions très simples qui devraient se poser dans tout pays moderne et développé. Un, alors faut-il une politique d'immigration ouverte ou fermée? Et deuxièmement, la France a-t-elle besoin ou n'a-t-elle pas besoin d'immigrer? Alors on nous dit, on en a besoin, la preuve c'est qu'ils prennent des postes que les Français ne veulent pas occuper. Mais pourquoi ne se demande pas pourquoi les Français ne veulent pas les occuper, ces postes? C'est quand même une bonne question. Je ne dis pas qu'il y a une réponse simple, mais en tout cas, il y a des questions auxquelles il faudrait essayer de répondre. Alors, nous allons bien sûr poursuivre sur ce thème dans la deuxième partie, mais pour des nécessités techniques, nous allons nous interrompre quelques instants. À tout de suite donc. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour à nouveau. Nous reprenons donc le cours de cette émission, Entre nous soit dit, dont l'invité est Yvan Rioufol, écrivain, journaliste, éditorialiste au Figaro et auteur d'un blog dont nous avons parlé il y a quelques instants dans la première partie de l'émission, un blog qui connaît un succès grandissant et mérité, car d'abord il nous donne le plaisir de lire Yvan Rioufol plusieurs fois par semaine sur des thèmes différents bien sûr, et non pas une seule fois, ce qui est toujours, pour ceux qui aiment cet auteur, un grand plaisir. Et deuxièmement, parce qu'il alimente des débats très intéressants. Je recommande à nos téléspectateurs de se porter non seulement sur le blog lui-même, mais aussi sur les réactions des lecteurs, en fait, qui ont souvent des explications, parfois des critiques, tout à fait normal, mais le plus souvent des propositions ou des commentaires qui méritent vraiment le déplacement. Beaucoup de critiques, mais ça ne me dérange pas du tout. Non, c'était vraiment, j'ai voulu faire de ce lieu un lieu de confrontation d'idées, de liberté de confrontation d'idées, et je vous assure qu'il y a des critiques qui sont très rudes à entendre, et même pour moi, faut pas. Non, faut avoir le cuir épais. On n'est quand même pas à l'abri de ce genre de désagréments. Mais enfin, c'est bien, je trouve, que vous l'ayez fait d'une part, et d'autre part, c'est bien, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je félicite les blogueurs, enfin ceux qui viennent sur le site, de la qualité de leur contribution, parce que c'est quand même un élément important du débat, et c'est quand même deux débats qu'on manque le plus en France. Alors, nous étions en train de parler de ce problème des travailleurs immigrés clandestins, qui sont des clandestins un petit peu comme une histoire récente le racontait dans le Chinatown, c'est-à-dire la partie du 13e arrondissement qui
abrite beaucoup de Chinois. Certains disaient avoir vu une immense enseigne lumineuse, cercle de jeux clandestins. donc, effectivement, on peut se demander si cette clandestinité n'était quand même pas très officielle, surtout dans la mesure où les pouvoirs publics, manifestement, en avaient connaissance, puisqu'ils étaient titulaires de contributions fiscales, sociales que les services de l'État recevaient, et par conséquent cette clandestinité laissait quand même un peu à désirer sur le plan du secret qui était censé l'entourer. Mais enfin, nous sommes maintenant face à une clandestinité voulue et assumée. Alors nous savons tous maintenant que c'est la CGT qui a choisi de lancer cette opération. Et elle l'a fait avec un succès qui, semble-t-il, la dépasse. Il semble un petit peu, j'entendais ce matin sur des radios, des responsables de la CGT désireux un peu de calmer le jeu, mais ils ne calmeront rien du tout, parce qu'au stade où on en est arrivé, il est évident que les choses vont continuer à se développer. Et j'avoue que la politique, la position du gouvernement paraît très difficile, parce que, effectivement, le cas, la régularisation au coup par coup, c'est cohérent avec la politique définie, etc., mais ça n'est pas cohérent avec la situation générale. Et là, on repasse au stade où nous en avions laissé notre discussion avant la coupure, c'est-à-dire le problème de l'immigration. Comment se fait-il que nous n'ayons pas encore réussi en France à aborder vraiment ce problème autrement que par des biais? Alors je ne parle pas de ceux qui, comme vous, écrivent et développent les idées, mais on n'arrive pas, ma modeste expérience le prouve aussi, j'ai essayé de lancer un débat sur le thème « Avons-nous besoin d'immigrer de combien ?» sans avis préconçu. Essayez de savoir pourquoi personne n'a jamais daigné, à part les gens qui nous suivent naturellement, mais je n'ai pas vu de journalistes, d'écrivains, de penseurs emboîter le pas et m'apporter une réponse. C'est quand même assez décevant. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de discours dans le discours sur l'immigration. Il y a le discours médiatique, si je puis dire, politique, enfin le discours de ceux qui portent la voix, et qui reste encore le discours très convenu et qui est très vite hystérisé, si je puis dire, dès qu'on parle d'immigration, parce qu'immédiatement, vous avez toutes les revient comme un leitmotiv, les accusations, les soupçons en racisme ou en extrémisme, et on voit tout de suite, immédiatement, c'est associé, notamment, on voit l'ombre de l'extrême droite dès qu'on parle de l'immigration, donc évidemment, ça en décourage plus d'un. Mais si vous regardez sur mon blog, par exemple, si vous écoutez la France qui parle, qui n'est pas celle qui parle en leur nom, il y a une grande décontraction, une parole décomplexée, pour reprendre un mot de Sarkozy, qui lui-même avait cette parole décomplexée au début, pour analyser l'immigration dans ce qu'elle a de bien et dans ce qu'elle a de moins bien. Et moi je pense que ce problème devrait être, effectivement, je le regrette comme vous, que ce problème ne soit pas abordé d'une manière sereine dans les débats publics, mais il va bien falloir qu'il le soit, parce que c'est quand même quelque chose qui touche profondément. Tous les sondages montrent que les Français trouvent qu'il y a trop d'immigration. Voilà, ils parlent comme ça, ils ne sont pas plus compliqués que ça. Et donc il faudra bien quand même les écouter. Alors le gouvernement les écoute, mais en même temps, quand vous voyez que l'État se rend également complice malgré tout de ces travailleurs clandestins, puisqu'il accepte d'eux leurs cotisations, leurs impôts, s'ils en payent, et donc lui aussi ferme les yeux dans le fond sur cette affaire-là. Donc il y a aussi quand même une grande incohérence, une grande... une sorte de scandale d'État, un État complice d'illégaux, c'est pas non plus justifiable. Donc c'est un domaine qui reste encore effectivement indicible, alors même que j'avais cru voir et j'avais espéré, voyant cette parole se libérer, en tout cas pendant la campagne présidentielle, qu'elle aurait accompagné jusqu'au bout les réflexions sur les thèmes les plus compliqués. Je ne dis pas que l'immigration c'est un thème compliqué naturellement, parce qu'on n'a pas à dire que la France doit se fermer totalement sur elle-même. Bon, il faut naturellement reconnaître que l'immigration, je reconnais volontiers, a été une chance pour la première moitié du 20e siècle, ou du 19e siècle, et toute cette immigration européenne qui est arrivée. Là, maintenant, c'est une immigration qui pose davantage de problèmes, qui est devenue une immigration de peuplement. Vous savez, il y a 300 000 personnes qui arrivent par an, quasiment, illégaux et légaux compris, et avec des phénomènes de substitution de population que décrivent des démographes indépendants. Donc on ne peut pas ne pas se poser ces genres de problèmes, de savoir si ces nouvelles populations auront la capacité de s'intégrer, parce que c'est ça leur problème, qu'elles viennent, dans le fond, elles peuvent venir si
si elles peuvent repartir ensuite. Mais là, elles viennent en général pour s'installer. Et tant qu'on n'aura pas trouvé un système qui fasse que où ces populations viennent pour travailler, s'il y a du travail, dans le fond, elles sont les bienvenues, mais ensuite n'est pas la prétention de vouloir systématiquement s'intégrer, rester dans une sur une population fragile, d'une identité fragile. Enfin, tous ces problèmes ne sont pas posés en tout cas, et dès que vous les posez, vous êtes soupçonné de vouloir d'être islamophobe, xénophobe, etc. Donc c'est compliqué d'en parler. Alors effectivement, c'est compliqué, et c'est encore plus compliqué quand on essaie d'aller un peu plus loin et de comprendre pourquoi, précisément, on en est arrivé là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'école, sans aucun doute. L'école a été un grand facteur de désintégration de la société, mais il y a aussi le système social. Il faut bien reconnaître que si ces messieurs les restaurateurs ne trouvent pas de Français, qu'ils soient de souche ou pas de souche, d'ailleurs, peu importe, pour s'occuper dans leur restaurant à des tâches qui, semble-t-il, n'intéressent personne, c'est probablement parce que les personnes qui n'ont pas de travail vivent autrement. Et donc, si ces gens peuvent vivre autrement, c'est parce qu'il y a un système social qui le permet. Donc, nous sommes en effet face à un choix redoutable que Nicolas Sarkozy, au fond, n'a jamais voulu aborder. Pendant sa campagne, c'est la raison pour laquelle j'ai fait voter pour lui, mais j'étais très réticent à l'idée qu'il réussirait. Je le souhaitais naturellement, mais parce que je savais qu'il n'abordait pas le problème majeur qui est celui du bouleversement indispensable du système social français. Ce n'est pas à vous que je vais le prêcher, puisque vous partagez cette opinion que vous exprimez régulièrement et dans votre avant-dernier, ou le dernier même peut-être, votre note. Mais ce qui est certain, c'est que tous les pays du monde ont réformé leur système social. On ne peut plus vivre dans la mondialisation avec un système social qui date, disons, au mieux des années 45 et au pire quelques décennies avant. Et il y a en outre une idée qui m'est venue il y a quelques jours. J'ai écrit ça dans un de mes articles. J'ai fait une comparaison avec la situation de 1939. En 1939, la France s'apprêtait à perdre la guerre, si je puis dire, par défaut de blindés. Et actuellement, nous nous apprêtons à perdre, nous, Français, non pas la Deuxième Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale économique. Parce que c'est une guerre, qu'on le veuille ou non. Bon, naturellement, il n'y a pas de mort ni de bombardement, mais c'est quand même une guerre. Et la Première Guerre économique mondiale est en train de se dérouler et nous sommes en train de la perdre parce que nous ne faisons pas les réformes nécessaires. Nous avons ouvert nos frontières, qui me paraît une excellente chose parce que la concurrence est toujours meilleure que l'enfermement. Mais en même temps, on n'a pas donné aux entreprises, ni aux particuliers d'ailleurs, la possibilité de se défendre. Cette contradiction me paraît devoir d'une manière ou d'une autre être tranchée. Les informations qui me parviennent me disent que Nicolas Sarkozy y est sensible, manifestement. Il a envie de traiter le problème, mais il n'arrive pas à s'y résoudre. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations ou d'autres idées, mais c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Ce sujet-là est typique du manque de doctrine préalable de ce gouvernement et de Nicolas Sarkozy. Quand on parlait d'imprévoyance, enfin d'improvisation, pardon, elle a débouché sur cette absence de doctrine que l'on voit par exemple dans la manière dont il aborde le libéralisme. Il se dit libéral d'un côté, puis de l'autre côté, il est interventionniste auprès des métallos, etc. Et c'est un petit peu la même chose concernant la protection de ce système social dont on a dit que le système social français ne correspondait plus à la modernité et en même temps que l'on préserve. Et parce qu'il y a là aussi un manque de réflexion sur ce que l'on veut faire. Alors on voit bien que Nicolas Sarkozy naturellement est réceptif parce qu'il veut d'abord forcer les chômeurs à prendre un travail. Enfin, je n'ai pas vu les textes là précisément. Enfin, si au bout de deux offres d'emploi acceptables, le chômeur refuse, il lui verrait ses indemnités de chômage réduites ou supprimées, de la même manière que le gouvernement veut inciter aujourd'hui un chômeur à reprendre un travail tout en lui donnant le surplus qui ferait qu'il aurait plus d'intérêt à travailler que le revenu social, le RSA de Martinez. Donc on voit bien que le gouvernement a bien compris cela, mais je pense qu'il ne va pas non plus au bout de sa réflexion, par manque de réflexion, pardon de me répéter, mais le problème de fond de ce débat-là, c'est de savoir
où s'arrête le périmètre de la solidarité nationale. C'est un problème que tous les autres pays européens se posent, de savoir si qui doit payer pour qui au bout du compte, surtout dans un pays ouvert maintenant, mondialisé, ouvert à l'immigration. Vous voyez par exemple l'Italie, le Nord qui refuse maintenant de payer pour le Sud. Vous voyez en Belgique les Wallons qui refusent de payer pour les Flamands. Vous avez des genres de... C'est le contraire. Les Flamands, les Flamands pardon, qui refusent de payer pour les Wallons. Vous voyez que vous avez des problèmes de ce type, presque d'ordre séparatiste. Et c'est le sujet que j'aborde dans mon livre, c'est bien celui-là. Il y a des fractures qui s'opèrent et que l'on ne veut pas voir. Or, quand j'entends par exemple l'argument pour revenir à l'immigration de dire qu'on a besoin d'immigration parce que ce sont les immigrés qui paieront nos retraites, mais qui assure que les immigrés accepteront de payer les retraites des petits blancs rien, sans doute pas, peut-être pas. Donc ce sont des analyses à courte vue et je pense qu'il faut avoir une réflexion très profonde sur ce qu'est aujourd'hui la solidarité, où est-ce qu'elle s'arrête, sur quel domaine doit-elle aller, et notamment sur la sécurité sociale, de savoir est-ce que oui ou non, c'est un système à ce système-là, ce vieux système que vous connaissez mieux que moi, qui doit encore perdurer, ou doit-on inventer autre chose, une privatisation, une mise en concurrence, et une réduction de la solidarité aux plus démunis, mais sans aller au-delà de ça. Alors c'est précisément tout le problème du périmètre, ce fameux périmètre du social, qui est au cœur des réflexions présidentielles et gouvernementales, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, n'arrive pas à déboucher sur des décisions parce que dès qu'on lance un ballon d'essai avec Mme Bachelot, par exemple, qui l'autre jour a parlé de confier aux mutuelles un certain nombre de remboursements, ce qui est déjà le cas actuellement, c'est elle qui rembourse presque intégralement l'optique et une bonne partie du dentaire, mais enfin, ça a immédiatement produit une levée de bouclier, alors que si on avait dès le départ indiqué qu'il y a des directives européennes et des lois françaises qui d'ores et déjà permettent de le faire, au moins on aurait apuré une partie du débat et on aurait débattu sur la manière d'accompagner cette chose, ce qui sera de toute façon nécessaire. Mais ce qui est assez amusant, là c'est une plaisanterie, mais elle est un peu plus sérieuse qu'elle en a l'air, quand vous parlez à juste titre vous rappelez à juste titre que certains nous expliquent que les immigrés vont payer les retraites des Français, des petits blancs, comme vous le dites très justement. Imaginez qu'ils soient moins couillons qu'on ne le croit. Ils vont peut-être choisir la retraite par capitalisation, oui, parce qu'ils ont le droit de le faire. Et actuellement, je vais vous prendre un exemple. Vous, les journalistes qui êtes, nous, les journalistes, nous sommes journalistes également, qui êtes les vecteurs de l'opinion et censés être les gens les mieux informés. Mais vous pourriez très très bien, en tant que catégorie professionnelle, dire, mais nous avons tel âge, 40 ans, 45 ans et beaucoup moins pour certains, et nous allons choisir la retraite par capitalisation. Nous avons le droit de le faire, c'est dans le code de la sécurité sociale. Imaginez l'effet que ça produirait, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, il y a un jour, ça va arriver, un groupe quelconque, une grande entreprise, un groupe socio-professionnel, va publiquement dire ce qui se fait d'une manière actuellement un petit peu, disons, partielle, sous notre égide en particulier, eh bien ça va devenir général, et à ce moment-là, on va avoir des gouvernants qui vont ouvrir des grands yeux et lever les bras au ciel en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Ils le savent très bien. Et voilà, on arrive à une situation qui est un peu folle, et moi je vous avoue que j'ai relu votre livre à l'occasion de cette émission, et vous citez une phrase dont j'ai oublié l'auteur, mais je me souviens très bien de la phrase, en disant que le fait d'ignorer les problèmes est quand même un élément très important du bien-être moral, à toute chose près. Enfin, je déforme un peu peut-être la citation, mais moi j'ai vraiment le sentiment, et je ne sais pas si c'est votre opinion aussi, qu'actuellement en France, ça n'est pas qu'on ne veuille pas étudier les problèmes, pas parce qu'ils seraient trop difficiles, c'est qu'on ne veut pas les étudier parce qu'il n'y a pas de solution. C'est ce que pensent les gens, je crois. Oui, c'est bien possible, oui. Tout le débat public, en fait, depuis très longtemps, est construit sur ce déni des réalités, sur ce domaine-là comme sur d'autres. Et plus les problèmes sont compliqués à résoudre, et plus effectivement on les met sous le tapis. Et donc, on parle très vite d'autres choses. Alors là, on est naturellement très fort pour parler de sujets accessoires. Et est-ce que sur le plan, alors on va en venir un petit peu à la politique, non pas politicienne, parce que c'est un problème d'institution, est-ce que ce débat institutionnel qui va avoir lieu, qui commence un petit peu à prendre forme, vous paraît intéressant? Est-ce que les réformes qui sont proposées vous paraissent significatives, ou bien est-ce que c'est une façon
Bon, ça fait partie de ces problèmes accessoires dont je parlais à l'instant, qui, à mon sens, n'intéressent pas l'opinion. Ça intéresse naturellement le petit monde politique, ça intéresse les étudiants de sciences politiques, les étudiants en droit peut-être, mais ça n'intéresse certainement pas les gens qui se préoccupent de leur pouvoir d'achat ou qui se préoccupent de savoir ce que leurs enfants apprendront à l'école demain, ou ce qui se préoccupent de savoir que 40% de leur salaire part en cotisation, alors qu'en Angleterre c'est simplement 10%. Et donc ce sont ces problèmes-là qui sont à résoudre. Et la rupture que proposait Sarkozy, les gens l'ont bien compris, parce qu'ils ont voté pour la rupture. Et or, cette rupture, et ça explique aussi cette déception, cette rupture, elle n'est pas là. Enfin, elle n'est pas là, en tout cas, en politique intérieure. On pourrait parler de la politique extérieure, où là, il y a eu une rupture. Il y a une rupture incontestable, et que je soutiens, même si cette rupture-là, en revanche, est mal comprise par l'opinion, mais dans la politique intérieure, la rupture n'est pas là. Or, c'est bien de cette rupture-là qui est attendue. Et est-ce que, bon, c'est toujours très difficile de demander à un auteur de savoir comment réagissent ses lecteurs, mais vous avez quand même des expériences qui viennent du blog, et puis vous avez beaucoup de gens qui vous écrivent. Est-ce que vous avez l'impression que ce courant, comment l'avez-vous appelé, cette droitisation de la société française, cette révolution conservatrice, pour reprendre l'expression qui avait cours aux États-Unis, a encore des fondements, ou est-ce qu'elle s'est étiolée comme un fleuve qui se perd dans les sables? Non, je pense que elle est très ancrée, très profondément. Elle est apparue à travers les discours des hommes politiques qui entendaient bien malgré tout la France. Elle est apparue malgré tout il y a encore 8 mois, enfin 10 mois dans les discours. C'est pas si vieux. Et donc on ne peut pas imaginer quelque chose d'un phénomène aussi ancré ait disparu immédiatement. D'autant que c'est un phénomène qui était apparu d'abord aux États-Unis sous Reagan. Rappelez-vous, c'était la révolution néoconservatrice. Là, je ne parle pas de révolution néoconservatrice parce que les situations sont quand même malgré tout identiques à beaucoup de points de vue sur le retour aux valeurs, sur le retour à la famille, aux traditions, etc. Mais enfin, l'aspect religieux qui est très présent aux États-Unis existe moins en France. Nous sommes malgré tout restés très laïques. Mais ce phénomène aux États-Unis même n'est pas épuisé, puisque vous voyez que McCain est en train de refaire campagne, et même Hillary Clinton sur des valeurs encore très conservatrices. Quand vous écoutez le discours de Hillary Clinton, elle colle presque au discours des néoconservateurs sur certains domaines en tout cas. Et donc, vous voyez, 40 ans après, là, je pense que nous assistons, aujourd'hui, avec toujours à ce décalage qui est coutumier entre les États-Unis et l'Europe, 20 ans, 30 ans, au contraire, au premier pas de cette révolution conservatrice à laquelle, non pas je crois, mais que j'observe par la force des choses. Vous voyez même, hier encore, les lycéens eux-mêmes disaient qu'ils voulaient travailler, qu'ils veulent de la discipline, qu'ils veulent des profs, qu'ils veulent des valeurs. Vous allez les voir, les lycéens. Vous allez les voir, ils sont d'ailleurs effectivement très sympathiques. Ça n'a rien à voir avec les lycéens d'il y a 40 ans, avec ceux de mon époque qui voulaient au contraire moins de profs, moins de connaissances, brûler des livres. Et donc cette révolution, elle est partout. Oui, pour revenir à cette manifestation, elle était intéressante, d'autant que c'était une manifestation, non pas des lycéens comme on l'a dit, mais c'était une manifestation des lycéens de l'Île-de-France, c'est-à-dire c'était les jeunes des cités qui manifestaient, c'était vraiment la France black blanc beurre, et celle que l'on voit d'habitude à la télévision qui brûle les écoles, précisément. Et là c'était cette autre France black blanc beurre qui réclame des écoles et qui veut travailler, et donc c'est une France qui est encouragée, bien sûr. Là ça devient très intéressant, et c'était même, je vais vous dire, c'était même assez émouvant de voir ces jeunes vouloir vraiment s'intégrer. Et ce qui était en revanche assez déprimant, c'était de voir à quel point ils étaient encadrés par toute la vieille syndicalisation du monde éducatif, c'est-à-dire avec la CGT, FSU, etc. Enfin tous les syndicats qui jusqu'à présent ont contribué à ce que l'école est ce qu'elle est aujourd'hui, à ce désastre éducatif, et qui entraîne malgré tout ces jeunes gens sans trop d'esprit critique à réclamer plus de profs. Or, ce qu'ils ont à réclamer, c'est pas plus de profs, c'est plus de culture. Il y a eu dans le Figaro, pour revenir au sujet, non pas précédent, mais qui nous a permis d'enchaîner sur cette manifestation, il y a eu dans le Figaro un article très intéressant, signé par deux spécialistes des sondages, dont Jérôme Fourquet, sur ce qui s'est passé dans l'Italie du Nord. Et ils expliquent que finalement il y a eu une alliance des producteurs. C'est très intéressant parce que ça veut dire que si, après tout, en France il y a 2,5 millions d'entreprises dont l'immense majorité n'a que très peu de salariés.
Et cette alliance des producteurs peut obtenir des résultats extraordinaires, parce que le succès de Berlusconi est dû pour l'essentiel au succès de la Ligue du Nord. C'est elle qui a progressé le plus. Alors elle n'était représentée que dans une partie du territoire, mais là où elle était, elle a fait des scores très importants. Et je me demande si au fond, c'est quelque chose, je le dis très, très modestement, que j'ai toute ma vie essayé de susciter, sans grand succès apparemment, mais j'ai toujours pensé que les gens qui travaillent réellement, je ne dis pas qu'ils ont tous les droits parce qu'ils travaillent, il y a des gens qui ont travaillé et qui ont beaucoup de droits également, mais c'est susceptible de créer la véritable force de rénovation de la vie politique, parce qu'elle sera fondée sur des critères qui sont incontestables. L'effort, le respect d'un certain nombre de principes, etc., etc. Et c'est possible, je crois que c'est possible en France, parce que nous avons beaucoup de petites entreprises. Malheureusement, comment faire pour les rendre conscients? Là, vous avez je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à votre question, mais votre analyse, oui, j'y souscris. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que là aussi, qu'en Italie aussi, cette révolution conservatrice mène, parce que c'est bien l'élection de Berlusconi, est bien l'élément également révélateur de cette prégnance, de ce type de révolution, comme elle est également en Espagne, ou pas très loin de l'être, même si c'est vrai que le candidat d'Aznar a perdu d'un cheveu, mais bon, voilà, l'Europe est en train de vivre une sorte de tournant idéologique, me semble-t-il. C'est pour ça que je ne suis pas trop pessimiste sur, quand j'entends les discours sur l'Europe ventre mou. Oui, il y a ça quand on entend les discours des technocrates européens qui sont prêts à dire oui à tout. Mais je pense que le peuple lui-même est en train de devenir de plus en plus lucide et de s'apercevoir des dangers qui le menacent. Enfin, je pense effectivement que cette prise de conscience est en train de se faire, et finalement, peut-être avons-nous, par nature et par définition, le nez un peu trop collé aux événements, mais c'est notre fonction, en quelque sorte, nous qui faisons de l'information. Et puis, il est toujours difficile d'être un historien quand on est en même temps plongé dans le présent. Mais enfin, si on regarde les choses avec un peu de recul, j'ai quand même le sentiment que les thèmes dominants, actuellement, vont dans ce sens. C'est-à-dire que la conclusion de votre livre, vous sembliez un petit peu, pas amer, mais un peu déçu que vos prédictions d'une droitisation de la société, que vous voyez se développer assez rapidement, ne se fasse pas. Finalement, peut-être n'est-ce pas aussi pessimiste que cela? Non, je ne suis. D'abord, je ne parle pas de droitisation de la société, je parle d'un conservatisme. Ce conservatisme, il est à droite et à gauche. Oui. Vous voyez, observez Ségolène Royal, ce discours de Ségolène Royal, il est là aussi un discours de conservateur, néoconservateur. On peut très bien être de gauche et passer. Non, je ne parle pas de droitisation. Je pense que ce phénomène-là est vraiment ancré et qu'aujourd'hui, le discours dominant est un discours conservateur, et que c'est pour ça que la gauche n'arrive pas à s'accrocher à ce que pense une grande majorité de ses contemporains. Je cite les dernières phrases de votre livre, enfin deux des dernières phrases. « Un conservatisme moderne est en marche, singulièrement au cœur de la société française. Il a porté Nicolas Sarkozy à l'Élysée », c'est un constat. Et puis le livre s'achève par les phrases suivantes. Des clignotants s'allument ici et là, ils soulignent le sursaut d'un peuple longtemps démoralisé. La nation suicidaire peut être sauvée. Pour cela, il nous faut redevenir français. Bon, c'est une belle conclusion. Bon, je n'ai rien à ajouter. Non, encore valable. Ça me paraît une excellente conclusion. Alors, bon, bien sûr, ça ne nous servira pas simplement de conclusion. Il y en a une autre que j'aimerais que nous fassions ensemble. Elle concerne finalement votre avenir d'écrivain. Est-ce que vous nous préparez un nouveau livre? D'abord, je ne suis pas écrivain, je suis vraiment journaliste et essayiste, peut-être, mais pas écrivain. Malheureusement, parce que j'aimerais bien être écrivain, mais je n'ai pas. Écrire un livre, c'est plus compliqué. Enfin, en tout cas, écrire un roman. Vous êtes trop modeste. Il faut que je réfléchisse à un livre. Va paraître prochainement une jeune maison d'édition indépendante a voulu publier les bloc-notes de la campagne présidentielle. Donc, va paraître dans un mois ou deux, dans un mois, je crois. Ce qui s'appellera bloc-notes de la présidentielle, de manière très originale, et qui reprendra un an de bloc-notes. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment, justement, les problèmes étaient abordés et comment les candidats successifs essayer de coller aux aspirations de l'opinion. Dans un mois en librairie. A priori, dans un mois en librairie. Je ne sais plus exactement, j'ai plus la date en tête, un mois et demi. Et puis, sinon, faut que je réfléchisse. Mais vous savez, c'est difficile de faire un essai, il faut que ça colle à
à l'idée dominante et que ça tienne pendant un an. S'il faut un an pour faire un livre, donc il faut se dire que l'idée soit encore valable. Donc pour l'instant, je réfléchis. Voilà. Eh bien écoutez, espérons que cette réflexion vous conduira à nous donner prochainement, outre celui qui va paraître, un nouvel ouvrage. C'est sur ce souhait que je vais d'abord vous remercier d'avoir participé à cette émission, cher Yvan, et je remercie bien entendu tous nos téléspectateurs qui sont fidèles à ces émissions et qui nous permettent de faire passer un message un peu différent peut-être de celui qu'on entend majoritairement sur les écrans français. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste donc à vous remercier une fois encore et à vous souhaiter surtout bon courage. Le courage est quand même le commencement du salut. Et d'autre part, c'est grâce au courage que nous pourrons tous trouver la force de continuer. À bientôt et vive la France!